Est-ce que les sondages manipulent les résultats? Vous faites une élection avec un sondage en continu comme on fait en ce moment, ou bien la même élection où personne ne peut voir ce que pensent les autres Français, je vous garantis que ce ne sera pas le même résultat. Les sondages, c'est un truc qui est très néfaste. Est-ce que c'est plus facile de manipuler une foule ou des individus? C'est plus facile de manipuler une foule, ça s'appelle la science du point de bascule. C'est le nombre critique de gens qui font un truc pour que tout le monde se mette à faire ce truc après. Qu'est-ce qu'une foule d'un point de vue scientifique? Ce qu'il faut savoir, à la Mecque, il y a beaucoup de pèlerins, environ entre 2 et 3 millions. L'accident se produit très souvent au même endroit, à l'entrée d'un pont qui s'appelle le pont Djamarat. Il y a un rétrécissement, les gens essaient de s'engouffrer, la densité augmente, elle atteint 8, 9, 10 personnes par mètre carré. C'est pas bon signe, les gens n'arrivent plus à respirer. Au labo, entre nous, on appelle ça un tueur en série. Quelle est l'influence du groupe sur notre manière de penser? Alors il faut bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Une règle en particulier qui s'appelle l'homophilie. On peut prédire dans une certaine mesure qui vont être vos amis. Quand quelqu'un prend du poids, dans les années qui suivent, on observe une tendance un peu similaire chez ses amis. C'est pareil dans le couple aussi, non? C'est pareil dans le couple. Qu'est-ce que les fourmis réussissent que nous échouons à faire, nous, en tant qu'humains? La division du travail chez les fourmis, c'est assez complexe et assez fascinant aussi. C'est un système de division du travail qu'on appelle un peu de la stigmergie. Est-ce qu'il y a une chose dont on peut s'inspirer, nous? Je pensais pas qu'on était autant dépendant des gens qui nous entourent, de notre réseau social. Parfois, on fait des choses qui relèvent de notre personnalité, de nos préférences. On dit ça c'est moi qui fais comme ça. Et en réalité, pas du tout. Est-ce que la majorité, elle a toujours raison? On a constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Alors permettez-moi de vous solliciter. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous dès maintenant. Et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à produire un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Quand on est coincé dans une foule, on ressent souvent cette angoisse. Et si tout d'un coup, la situation dérapait? Ce qu'on ignore souvent, c'est que la foule est une vraie science, influencée par nos biais cognitifs. Et pour en parler, j'ai invité l'un des meilleurs experts français sur le sujet. Docteur en sciences du comportement, chercheur à l'Institut Max Planck de Berlin et auteur de plusieurs ouvrages, il consacre ses travaux à une question simple mais vertigineuse. Que se passe-t-il quand une masse d'individus se regroupe en un seul et même endroit? Il analyse les mouvements de panique, les manifestations, les embouteillages et découvre que derrière le chaos, la foule suit des lois précises avec sa propre logique et parfois une intelligence collective. On comprend comment une simple émotion peut se propager à des milliers de personnes en seulement quelques secondes, pourquoi les réseaux sociaux amplifient nos comportements collectifs et ce que ça révèle sur la nature humaine. Aujourd'hui, on va parler de science, de psychologie et de la façon dont nos cerveaux interagissent les uns avec les autres. Mehdi Moussaïd, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour Manal, merci pour l'invitation. Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Ma première question, elle est simple. Mehdi, quelle est la plus grosse erreur que les gens font lors d'un mouvement de foule et qui vous rend, vous, complètement fou? C'est une très bonne question parce que j'ai eu l'occasion d'analyser pas mal de mouvements de foule, donc des accidents, des bousculades qui se produisent par exemple pendant un pèlerinage religieux ou pour un festival de musique ou dans les transports en commun ou dans une salle de concert, etc. Et dans le cadre de mon travail, malheureusement, je suis obligé de regarder ces vidéos pour pouvoir les analyser. C'est pas très agréable à regarder parce qu'on voit des gens qui sont en difficulté, parfois qui sont en train de mourir. Et c'est vrai que des fois, quand je regarde ces vidéos, je vois des petits comportements individuels qui vont un petit peu me toucher émotionnellement parce que je me rends compte que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc typiquement, je pense que ce qui va m'agacer le plus, en tout cas me toucher le plus, ce sont des gens qui se rendent un petit peu dans les zones dangereuses. En fait, les gens se rendent pas nécessairement compte que c'est dangereux, une foule, d'accord? Donc vous êtes une foule, vous êtes juste un petit pion à l'intérieur d'une grande masse et vous voyez pas ce qui se passe au-delà. Et en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est de vous approcher. Typiquement, si vous êtes pendant un festival, vous voulez vous approcher de la scène, ou si vous êtes dans un pèlerinage, vous voulez aller sur le lieu de culte, etc. Et vous comprenez pas pourquoi c'est bouché, pourquoi il y a une congestion, donc vous essayez de vous faufiler. Et quand je vois des gens qui se faufilent et que 20 mètres plus loin, il y en a d'autres qui sont en train de mourir, et ben en fait ça me
me rend fou. Parce que j'ai envie d'intervenir sur la vidéo et de leur dire arrête d'avancer, arrête de te faufiler, c'est dangereux, tu vas à la mort devant. En fait, c'est vraiment que les gens se rendent pas compte que c'est dangereux. En fait, le public ne voit pas qu'une foule c'est dangereux, une foule c'est juste des gens et puis s'il y a beaucoup de monde, on y va quand même. Et en fait, c'est vraiment dangereux, ça peut être dangereux. Et quand les gens se faufilent, c'est comme s'ils allaient s'approcher délibérément vers un endroit où ils vont risquer la mort et ça me perturbe beaucoup. Quand vous, Mehdi, vous analysez ce mouvement de foule, est-ce que vous arrivez à identifier que la situation est en train de se dégrader et va tout droit à la catastrophe? Et si oui, comment? Alors pour ça, on utilise des mesures très précises. Et une mesure en particulier qui est très utile, c'est celle de la densité. Donc la densité, c'est le nombre de personnes par mètre carré. D'accord? Donc ça mesure juste à quel point on est serrés les uns contre les autres. Et en fait, ça, c'est une échelle de grandeur qui est très utilisée dans la science des foules. Ouais. Et on sait par exemple que dans notre quotidien, quand vous marchez dans la rue, vous êtes à une densité très faible qui est inférieure à une personne par mètre carré. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace autour de vous, puis vous pouvez marcher à votre vitesse habituelle, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes dans le métro ou dans samedi après-midi dans une galerie commerciale, ça peut être une personne par mètre carré. C'est pas énorme, c'est juste désagréable parce qu'il y a un petit peu de gens, il faut zigzaguer, etc. On peut arriver à 3-4 personnes par mètre carré, vous savez, dans une rame de métro, quand il y a une grève par exemple, là, qu'on est très serrés les uns contre les autres. Là, on est à 3-4, c'est pas dangereux non plus, c'est bien désagréable, mais c'est pas dangereux. Et à quel moment ça devient vraiment dangereux? Ouais, c'est ça. À partir de 6 personnes par mètre carré, les gens vont commencer à se toucher très fort. Et il y a un phénomène physique qui va se produire, c'est qu'en fait, les corps vont transmettre les pressions. C'est-à-dire que si je bouge un petit peu vers la droite, en fait, je vais bousculer mon voisin de droite vers lui aussi sur sa droite, qui va lui-même bousculer son voisin de droite, etc. Et ça va créer comme une vague de bousculade comme ça, qui va traverser la foule. Ça se produit autour de 6 personnes par mètre carré. Ça commence à devenir dangereux. En général, ça augmente les pressions. Et les plus importantes densités qu'on ait observées, c'est 7, 8, 9, mais jusqu'à 10 personnes par mètre carré. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Vous voyez un mètre carré, vous mettez 10 personnes dedans. Et c'est sur tout le site comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement d'une situation où vous avez observé ce nombre de personnes au mètre carré et où ça a dégénéré? Il y a 2 situations en particulier qu'on a étudiées où on est arrivé à 10 personnes par mètre carré. La première, c'est un festival de musique. C'était la Love Parade en Allemagne à Duisbourg en 2010. Il y a eu 21 victimes et en fait, on a récupéré toutes les caméras de surveillance et les caméras de surveillance ont été très bien placées pour les chercheurs. Donc, on peut faire des analyses dessus et effectivement, on est monté à des densités très importantes que le corps humain ne peut pas supporter. Et la deuxième situation, c'est plusieurs vidéos qu'on reçoit du pèlerinage musulman à la Mecque, qui est malheureusement très connu pour les bousculades qui sont engendrées là-bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mehdi, en dehors du pèlerinage à la Mecque, qui a été un cas d'étude pour vous et qu'on va essayer d'analyser ensemble, bien sûr, on va parler plus en détail des recherches, des études que vous avez fait à ce sujet, vous et vos confrères. C'est très intéressant. J'ai évidemment préparé plusieurs questions à ce sujet, mais avant ça, quels sont les rassemblements les plus dangereux que vous avez observés? Ok. En règle générale, on dit qu'il y a 3 attracteurs qui rassemblent les plus importantes foules. Okay, le premier, c'est la religion. Donc en fait, les pèlerinages religieux, la Mecque c'en est un, mais il y en a d'autres, sont en général les types d'événements qui vont rassembler les plus grosses foules et où ça va être le plus intéressant pour nous à étudier. Le deuxième attracteur, c'est la fête. Donc typiquement les festivals ou bien le Nouvel An ou bien ce genre de choses. On va avoir beaucoup de rassemblements dans la rue où ça peut être dangereux. Par exemple, l'accident de Séoul, c'était pendant Halloween. Et le troisième attracteur, c'est le foot. Et absolument. Et en fait, l'avais en tête. Je l'avais en tête, exactement. Et en fait, on observe les plus grosses foules également autour des stades de foot ou pendant des rassemblements qui vont suivre une victoire ou ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, avec les 3 rassemblements, est-ce que vous avez observé un point commun? Oh, il y a énormément de points communs. En réalité, c'est toujours la même chose qui se passe. En fait, il faudrait plutôt essayer de trouver les différences qui sont rares. Parce que, en fait, quand on arrive à une foule à ce niveau de densité, finalement, l'objet du rassemblement n'a plus d'importance. C'est-à-dire que vous soyez un fêtard ivre même, ou bien sous drogue, je sais pas, pendant un festival de musique, que vous soyez un supporter de foot qui veut aller avancer vers le stade, ou que vous soyez un pieux religieux qui veut avancer pour un rituel. En fait, quand il y a du monde, ça change rien, ça relève de la physique. Nous, on utilise beaucoup des outils de la physique, on met tout ça en équation, et le fait que ce soit religieux ou festif, ça, c'est aucun paramètre dans nos modèles. Ça change rien. C'est juste un système physique. Mais
Avant d'avancer justement, qu'est-ce qu'une foule d'un point de vue scientifique? Quelle en est la définition pour comprendre vraiment ce que c'est? En fait, vous pouvez trouver différentes définitions, selon ce qui est étudié. C'est un grand nombre d'individus, c'est un système composé d'un grand nombre d'individus, OK? Donc, c'est système composé d'un grand nombre d'individus et il y a un attribut particulier, c'est qu'il est décentralisé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de chef qui va décider où va chaque personne, d'accord? Chacun fait ce Oui. qu'il veut et il est seulement influencé par ses voisins. Et en fait, avec cette définition, on touche pas seulement les foules comme on peut les imaginer, on touche d'autres foules assez étonnantes. Par exemple, les bancs de poissons ou les vols d'oiseaux. Ça aussi, c'est des foules au sens scientifique du terme, parce que c'est, par exemple, vous imaginez un banc de sardines dans l'océan, gigantesque, avec des millions, parfois des centaines de millions d'individus, et c'est complètement décentralisé, il n'y a pas de chef, chaque poisson fait quelque chose en fonction de ce que font ses voisins, et quand on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble, bah, on voit des sortes de chorégraphies de nage qui sont assez belles, mais finalement, il n'y a aucun poisson qui essaie de nager comme ça, chacun réagit seulement à ses voisins. Donc ça rentre aussi dans la définition. Et puis on a aussi les foules d'internautes, on en parlera peut-être après, qui rentrent Oui, aussi dans la définition, un ensemble d'individus décentralisés, il n'y a pas de chef et chacun réagit en fonction de ce que font les voisins. d'accord. Quelle a été la découverte qui vous a peut-être le plus surpris dans vos recherches? Alors, quand je suis arrivé en tant que jeune doctorant sur ce sujet, je pensais que c'était principalement des sciences humaines et de la psychologie et des sciences sociales. Mmh. Et en réalité, j'étais très étonné de voir que c'était beaucoup de physique. En fait, quand on veut modéliser, quand on veut décrire une foule avec des outils de scientifiques, eh ben en fait, ce qui va le mieux marcher, c'est de prendre des modèles de physique qui sont utilisés, par exemple, pour la mécanique des fluides. Okay, et en fait, on les applique aux foules humaines. Ce qui signifie que un liquide qui coule dans un tuyau se comporte un peu de la même façon qu'une foule qui marche dans une rue. Okay, donc en fait, on perd un petit peu toute l'humanité, on perd l'individualité parce qu'il y a de ce grand nombre. Et en fait, quand on est très nombreux, vous pouvez avoir envie de faire des choses, vous pouvez raisonner dans votre tête, vous pouvez vous dire « Ah, c'est dangereux ». Ça change rien du tout, en fait, parce que vous pouvez pas bouger, de toute façon. Vous êtes juste guidé par le déplacement de vos voisins. Et dans ce sens, ben, en fait, c'est que ça ressemble beaucoup à un système physique où il y a chaque particule qui est guidée par les particules voisines. Et en fait, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humanité dans les modèles qu'on utilise. C'est principalement de la physique, des sciences inertes, des sciences dures. Et au début, j'étais assez choqué, même un petit peu surpris, même philosophiquement, de me dire, ah bah tiens, mon comportement à moi, finalement, il peut être décrit par une équation. C'est comme si j'étais tellement prévisible. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Mais je trouve que vous, justement, vous apportez beaucoup d'humanité. Il y a une dimension un peu de science cognitive où on va essayer de se demander comment font les gens, quelles informations ils vont prendre, etc. Mais ça a un impact seulement à une densité plus faible, quand il y a moins de monde au mètre carré. Parce que là, justement, on a un peu de liberté de mouvement. Donc on peut essayer de deviner dans quelle direction vont aller les gens en fonction de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand le système devient très très serré, forte densité, ça n'a plus d'importance. Alors, le 24 septembre 2015, une bousculade tragique a eu lieu lors du pèlerinage à la Mecque, qui a causé la mort de plus de 2000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors, je fais une petite pause dans cet entretien pour vous poser une question très importante. Avez-vous déjà tapé votre nom sur Google ? Eh bien, vous seriez étonné de découvrir tout ce qui apparaît à votre sujet. Et franchement, ça fait froid dans le dos. On ne réalise pas à quel point nos informations personnelles circulent en ligne. Nom, numéro de téléphone, email et même parfois votre adresse, et tout ça partagé par des sites dont vous n'avez jamais entendu parler. Le pire, ces données peuvent être utilisées pour voler votre identité. C'est exactement là qu'intervient Incogni, le sponsor de cette vidéo. Incogni, c'est le service qui vous permet de supprimer automatiquement vos données personnelles en ligne. En gros, vous devenez introuvable. Le fonctionnement est simple. En plus des suppressions automatiques, vous pouvez également utiliser les suppressions personnalisées. Vous trouvez une information à faire disparaître, eh bien vous copiez le lien, vous le collez dans votre dashboard Incogni, vous cliquez sur Submit et Incogni s'occupe de supprimer l'information instantanément. Pas de formulaire interminable, pas de démarche compliquée, juste un copier-coller et vous reprenez le contrôle total sur vos informations personnelles. Aujourd'hui, partager sa vie privée en ligne, ce n'est plus une option et Incogni permet de le faire en
quelques secondes. Alors passez à l'action. Reprenez le contrôle de vos données personnelles avec Incogni. Et pour vous, j'ai une très belle réduction de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MANALSHOW en passant par le lien en description incogni.com/manalshow. Et merci à Incogni de nous accompagner sur cette vidéo. Ce qu'il faut savoir à la Mecque, c'est que donc c'est un pèlerinage religieux qui est organisé tous les ans. Il y a beaucoup de pèlerins, environ entre 2 et 3 millions, qui font la même chose en même temps. Donc forcément, ça crée des fortes densités et donc beaucoup de dangers. Et en fait, la Mecque était un peu fermée aux observateurs scientifiques depuis les années 90 jusqu'en 2006. Et en 2006, on a commencé, nous les scientifiques, pas moi en particulier, à arriver sur le lieu pour faire des vidéos et essayer de comprendre ce qui se passait pendant ces accidents. Et à partir de 2006, les accidents ont cessé. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs ont fait des découvertes, ils ont mis en place des choses qui ont fait que les accidents se sont réduits. Et depuis 2006, il y en a eu un seul, c'est celui de 2015, malheureusement, parce que le risque zéro n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est voilà, ce qui se passe exactement, ce qui s'est passé en particulier toutes ces années et en 2015 aussi. On a des facteurs de risque qui s'accumulent. Vous avez une foule très dense, donc on est au-delà de 6 personnes par mètre carré. Oui, vous nous en avez parlé, la densité. Exact. L'accident se produit très souvent au même endroit, à l'entrée d'un pont qui s'appelle le pont Jamarat. Et ce pont, en fait, ça crée un goulot d'étranglement, un rétrécissement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la foule qui arrive par une rue large et il y a l'entrée du pont qui est plus étroite. Donc forcément, les gens vont un petit peu se bousculer pour s'engouffrer dans le pont. Et c'est à l'entrée de ce pont que se sont produits la plus grande partie des accidents. Et ce qui se passe, c'est que y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, il y a un rétrécissement, les gens essaient de s'engouffrer, la densité augmente, elle atteint 8, 9, 10 personnes par mètre carré, les gens n'arrivent plus à respirer et ils meurent comme ça. Donc 2 facteurs très importants, la densité et le rétrécissement. Le rétrécissement, c'est au labo, entre nous, on appelle ça un tueur en série. Le rétrécissement donc c'est le pire. Ah ouais. À chaque fois qu'on observe des accidents mortels, il y avait au bout de la rue un rétrécissement à quelque part. D'accord. Alors, vous l'avez dit, plusieurs chercheurs, justement, ont étudié ce cas, qui est devenu même un cas d'école. Hein. Oui, absolument. J'aimerais savoir quelles sont les corrections qui ont été mises en place pour justement éviter ce genre de bousculade par la suite. Ok. Donc, ça revient un peu aux différents facteurs de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, la première correction qui a été mise en place, c'est les voies de déplacement à sens unique. Donc, ce sont des piétons, c'est des voies piétons, mais elles sont à sens unique. C'est-à-dire que le piéton ne peut se déplacer que dans un sens. Et s'il a oublié quelque chose et qu'il veut faire demi-tour, il n'y a pas le droit. Il doit aller tout au bout, passer à l'intersection et revenir sur la voie parallèle pour aller dans l'autre sens. D'accord ? Donc, on met que des voies à sens unique parce que le bidirectionnel, c'est trop dangereux. Okay. D'une part. D'autre part, il y a une très forte régulation qui a été faite sur les horaires de passage. Donc avant, c'était un peu libre, un petit peu archaïque, c'est-à-dire que chaque pèlerin pouvait y aller quand il voulait, et ça créait beaucoup d'incertitudes sur le nombre. Évidemment, en général, les gens y vont en même temps parce qu'on a le même rythme biologique. On se réveille et puis on va manger et puis après on part. À partir de 2006, les pèlerins commençaient à avoir des tickets de passage avec des horaires dessus. On leur disait, OK, à telle heure, vous avez le droit d'y aller, mais avant, vous n'avez juste pas le droit parce qu'il y aura juste trop de monde. Ça permet comme ça de réguler le nombre de personnes qui passent. Ensuite, il y a ces fameux rétrécissements avec 2 corrections majeures. La première, c'est que les rétrécissements, on les voit pas tout le temps. Par exemple, il y avait cette erreur qui était de garer une ambulance sur le côté de la voie au cas où il y a un accident. Mais en fait, l'ambulance, elle crée un rétrécissement parce qu'elle occupe un certain espace, donc il reste moins d'espace. Donc en fait, la foule doit contourner l'ambulance. Ça crée un rétrécissement, on s'en rendait pas compte, mais en fait, non, il faut pas la mettre là, cette ambulance. Elle est plus dangereuse que utile. Donc en fait, on dégage comme ça les rétrécissements. Il y avait aussi pas mal de pèlerins fatigués qui s'allongeaient à même la route pour se reposer, par exemple. Et donc ça crée des petits attroupements de pèlerins sur les côtés, rétrécissement à nouveau. Et maintenant, c'est interdit. Il faut aller dans les zones qui sont dédiées à cela. Et puis, il y a ce fameux rétrécissement du pont, le pont Jamarat, celui dont on parlait tout à l'heure, où on peut pas faire grand-chose parce que c'est nécessairement étroit. Par contre, il a été agrandi, puis agrandi, puis agrandi, puis agrandi encore. Aujourd'hui, ce pont, vous le regardez des photos, ça ressemble même pas à un pont, ça ressemble à une sorte d'aéroport tellement il est gigantesque. Il a plusieurs étages et puis il y a plusieurs rampes d'accès, etc. pour que ce soit vraiment, pour que ça puisse laisser passer beaucoup de monde en même temps. Ça, c'est les différentes modifications qui ont été faites. Avant les modifications, c'était en 2006. Avant les modifications, on avait un accident en moyenne tous les 3 ans. Depuis les modifications, il y en a eu un en 2015. Donc on peut dire que ça a eu un effet, mais on maîtrise pas complètement la situation non plus.
C'est ce que j'allais vous demander parce que finalement, il y a beaucoup de corrections qui ont été mises en place. Quel est l'élément qu'on ne maîtrise pas et que les chercheurs n'arrivent pas encore à maîtriser? Ouais, c'est une bonne question. Ça fait partie de la science des systèmes complexes qui est principalement imprévisible. Vous savez, c'est comme la météo. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme la météo. Il y a ces effets de battement d'ailes du papillon, etc. Et en météorologie, on arrive à prédire le temps qu'il va faire demain, après-demain, 3 jours, 4 jours. Au-delà d'une semaine, c'est impossible. Même si on a la cartographie des nuages, on voit comment ils se déplacent. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque petit détail est susceptible de s'amplifier sur 3-4 jours. Et en fait, c'est impossible de le voir venir. En météo, il y a une limite de prédiction où on n'arrive pas à aller plus loin. Pour prédire une foule, c'est exactement pareil. Ça fait partie des mêmes systèmes. Mathématiquement, c'est la même chose. Et en fait, il y a cet effet papillon où finalement, on n'arrive pas à prédire très précisément ce qui va se passer parce que chaque petit détail peut avoir une importance. La plupart du temps, les détails sont pas importants, mais de temps en temps, il y en a un qui va avoir un effet secondaire, et ça va créer quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui fait que le système s'emballe. Voilà. C'est exactement ça. C'est la même chose que la météo. Selon vos études, Mehdi, est-ce qu'il faudrait peut-être limiter le nombre de pèlerins chaque année pour éviter que ça ne se reproduise? Et si oui, j'aimerais savoir quel est le chiffre qui permettrait justement d'assurer la sécurité des pèlerins. Alors, le nombre des pèlerins est clairement limité à cause des dangers que ça cause. Il est déjà limité par les autorités en Arabie Saoudite. Et en fait, il reste quand même élevé. Et il reste très élevé, donc entre 2 et 3 millions de personnes. Le pic était à 3 millions. Et en fait, le pèlerinage aimerait accueillir autant de monde que possible. Ça implique juste de nouvelles infrastructures. Donc en fait, ils reconstruisent en permanence. Ils sont en permanence en train d'agrandir le site de façon à pouvoir accueillir encore plus de pèlerins. Parce qu'en réalité, il y a une certaine compétition pour pouvoir être admis en tant que pèlerin à la Mecque, même s'il y a beaucoup d'entrées non contrôlées, mais d'une manière générale, effectivement, c'est déjà contrôlé. Le nombre exact, je ne saurais pas vous dire. Ça dépend beaucoup, évidemment, de l'infrastructure. Là, on est autour de 2 millions, 2 millions et demi. Ça tient plus ou moins, mais les gens sont quand même très serrés. Ça dépend aussi de critères qu'on prend en compte. Est-ce que c'est un critère de danger de mort ou est-ce que c'est un critère de confort de marche? Là, le critère de danger de mort, il est un petit peu maîtrisé avec cette limite à 2 millions et demi, 3 000. Le critère de confort de marche, il ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement serrés les uns contre les autres, mais pas au point encore que ce soit où c'est dangereux tous les ans. Donc, je ne saurais vous dire un chiffre, mais clairement, il faut limiter et c'est déjà le cas. Et est-ce que vous continuez à travailler sur le pèlerinage comme sujet d'étude? Moi, personnellement, je travaille plus sur le pèlerinage parce que j'ai diversifié mes travaux et je vais chercher dans d'autres directions. Mais il y a toujours des chercheurs qui y vont tous les ans. Oui. Donc, on est toujours en work in progress pour essayer d'améliorer chaque année. Ouais, on sera en work in progress pendant un petit bout de temps, je pense. J'aimerais savoir quelle est la première chose à identifier quand on sera à un endroit où il y a beaucoup de monde. Parce que ça, Mehdi, c'est ma phobie. Vraiment. Avec le temps et avec les années, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus peur justement de me rendre à un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment des craintes, des angoisses qui naissent en moi. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour éviter justement qu'on soit pris dans un mouvement de foule? Pour identifier, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'identifier les zones dangereuses pour ne pas y aller. Parce qu'une fois que vous êtes pris ou prise dans un mouvement de foule, ça devient très difficile de sortir parce qu'on est comme emprisonné. Donc c'est une très bonne question que vous posez, Manal. Comment on fait pour identifier à l'avance, pour se dire, OK, là j'arrête et je fais demi-tour? En fait, donc le critère numéro 1, c'est vraiment la densité. Sauf que la densité, c'est pas un truc qu'on arrive à mesurer avec les yeux. Donc les petits trucs et astuces, c'est par exemple si vous touchez 2 personnes en même temps, involontairement. Donc si vous êtes dans une foule et qu'il y a 2 contacts physiques en même temps, par exemple quelqu'un ici et quelqu'un là qui sont très serrés contre vous, ça indique une densité qui est au-delà de 4-5 personnes par mètre carré. Donc vous pouvez vous dire, ça commence à devenir un petit peu serré. Okay. Ensuite, il y a un autre critère, il y a plusieurs facteurs de risque en réalité. Il y a un autre critère qui est le fait d'avoir des flux bidirectionnels, donc des gens qui vont dans un sens, et en même temps dans le même couloir, des gens qui vont dans l'autre sens. Okay, ça c'est un critère qu'on observe souvent. C'est pas bon signe. Typiquement, on va en reparler après, mais typiquement quand on fait des adaptations, le trafic il est unidirectionnel. Donc si vous êtes en plus serré et qu'il y a des gens qui vont dans les deux sens, par exemple dans un couloir de métro avec des gens qui sortent, des gens qui rentrent, etc., et que c'est serré, pas terrible. Et peut-être un troisième facteur de risque, c'est le goulot d'étranglement. Alors, ça, c'est vraiment systématique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un couloir ou une rue, et en fait, la rue va se rétrécir.
Oui. Okay, et en fait, lorsqu'elle se rétrécit, c'est mathématique, la densité, elle va augmenter parce que juste il y a moins d'espace pour le même nombre de personnes. Donc forcément, on est plus serré. Et au niveau du rétrécissement, c'est souvent là qu'on observe les catastrophes qui vont se produire. D'accord. Alors, si on prend l'exemple du métro, vous nous dites effectivement que c'est quelque chose qu'on peut voir ça dans le métro avec les directions dans les deux sens. Ouais. Bon, si je dois prendre le métro, que je peux pas faire autrement, comment je dois me comporter pour essayer de minimiser au maximum ces mouvements de foule et me protéger? Ok. Bon, le premier conseil, c'est d'identifier et d'arrêter d'avancer. Mais bon, imaginons qu'on ait raté cette étape et qu'on arrive au milieu de la foule. On se dit, oh là, je suis pas bien, j'ai envie de faire demi-tour. Et en fait, vous pouvez pas faire demi-tour parce que vous êtes vraiment complètement coincé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de réduire le risque? La première chose, c'est de pas tomber. C'est facile à dire, mais en général, souvent, quand on observe des accidents, il y a à un moment donné une chute. C'est-à-dire que les gens sont très serrés les uns contre les autres, et il y en a un qui va trébucher pour une raison ou une autre, et en fait, en tombant, il va servir d'obstacle pour les autres qui vont tomber à leur tour, et puis ça va faire comme un effet domino, vous savez, où il y a plein de gens qui tombent les uns sur les autres. C'est ce qu'on a observé pendant un mouvement de foule il y a quelques années à Séoul, qui avait fait plus de 150 victimes, qui était assez horrible pendant une fête d'Halloween. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Et effectivement, les gens étaient très serrés dans une rue étroite. Il y a une personne qui est tombée, et en fait, tous les gens tombent les uns sur les autres. Et quand ils tombent, en général, ils se relèvent pas, ils se relèvent jamais en réalité, parce que c'est trop difficile. Ils sont morts écrasés à ce moment-là. Donc, ne pas tomber, c'est facile à dire, mais voilà, on peut faire un effort supplémentaire d'équilibre en regardant où on met les pieds ou ce genre de choses. Par exemple, souvent en festival, il y a un sac qui va traîner par terre ou ce genre de choses. On essaye de regarder où on met les pieds. Une autre chose, c'est que je vous parlais de ces vagues de bousculade qui vont traverser la foule. À un moment donné, elles vont vous toucher, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous bougez pas pendant longtemps et d'un seul coup, vous allez être déplacé sur le côté. En fait, c'est juste, vu à vol d'oiseau, c'est juste une vague de bousculade qui est en train de se propager d'une personne à une autre et puis ça arrive sur vous. Donc là, vous êtes bousculé et puis ça continue. Il faut faire attention de ne pas tomber à ce moment-là. Mais un autre deuxième conseil que je peux donner, c'est de ne pas résister contre la vague. D'accord? Parce que si les gens arrivent et commencent à vous bousculer sur la droite et que vous essayez de résister en poussant en retour, en fait, ça va juste amplifier la force du phénomène et la prochaine vague, elle va être encore plus forte. S'il y a une vague qui vous atteint, c'est un peu comme si vous étiez en détresse dans la mer. Hein. S'il y a une vague qui arrive, on va pas essayer de lutter contre elle. Il faut surfer sur la vague. On se laisse emporter, d'accord? Donc si les gens vous bousculent d'un côté, vous faites vos petits pas latéraux pour pas tomber, vous vous laissez emporter par la vague. Ensuite, ça va revenir de l'autre côté et on attend comme ça que la situation se passe. Et peut-être au final, mais ça c'est vraiment un cas très très extrême, quand ça commence à devenir très serré, ce qui se passe, c'est qu'en fait les gens meurent par dizaines, par centaines, et la cause de la mort, c'est l'asphyxie. On le sait pas nécessairement. La cause de la mort, c'est l'asphyxie, c'est-à-dire qu'on est tellement serré qu'on n'arrive plus juste à gonfler notre thorax pour respirer, et donc on commence à étouffer un peu, puis on s'évanouit, et puis voilà. Ça peut être une bonne idée, ce qu'on recommande parfois, ça peut être une bonne idée de rabattre ses bras comme ça sur son thorax, ce qui permet en fait de pousser très très légèrement, libérer juste un petit centimètre pour pouvoir continuer à respirer. Donc ça c'est la position, mais ça c'est vraiment position extrême dans une situation où vous commencez à avoir du mal à respirer, et ça vous arrivera jamais banal, et je suis sûr que ça arrivera pas à d'autres gens. J'espère, voilà. C'est horrible. Mais c'est très rare comme situation. Mais en tout cas, c'est la position de sécurité ultime à la fin. Donc l'idée, c'est de mettre les deux points comme ça, de les rassembler, de les mettre au milieu, sur le thorax. Ouais, un peu comme un boxeur qui est en position, là, comme ça. Et en fait, l'idée, c'est juste que quand on va pousser ensuite, en fait, on peut libérer un tout petit peu d'espace pour pouvoir continuer à respirer. D'accord. Il y a un autre sujet que je trouve absolument fascinant, ce sont les embouteillages. Et il y en a un en particulier qui nous a beaucoup surpris, un embouteillage géant qui a eu lieu le lundi 6 octobre 2025 au niveau du péage de Yuzhuang en Chine et qui a bloqué plus de 120 000 automobilistes pendant près de 36 heures. Bon, inutile de vous dire, Mehdi, que pour moi, c'est carrément un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Donc, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a ce jour-là deux événements qui se produisent en même temps, qui attirent du monde. Je pense qu'il y a, je ne me rappelle plus exactement quels sont ces deux événements. Ça doit être le début des vacances scolaires et une autre fête nationale en Chine. Donc, plus de monde que d'habitude. Et en fait, ce qui se passe à un péage, vous avez pris la voiture, tout le monde sait ce qui se passe à un péage. On paye et ensuite, il y a un rétrécissement de la voie. Une fois qu'on a payé, on doit tous s'engouffrer. Exactement ce qu'on a dit avec les foules. On a un
un rétrécissement de la voie. Et avec beaucoup de monde, donc une densité importante, qui passe un rétrécissement, ça bouchonne. Forcément, c'est exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a aucune surprise particulière en termes scientifiques, c'est-à-dire qu'on a des facteurs de risque qu'on connaît déjà et on voit qu'ils se produisent en même temps et ça produit ce qu'on attendait à voir. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de bousculade, dans le sens où c'est pas des gens, ils sont en véhicule, ce sont pas des piétons, donc ils vont pas se faufiler, se serrer les uns contre les autres et finir étouffés comme si c'était à pied. En revanche, ils attendent, ils sont dans leur voiture, ils attendent, ça bouchonne pendant très longtemps, très très longtemps. Donc là, on a encore eu affaire à ce satané rétrécissement de la mort. Exactement. Et pourquoi alors, quand on est sur la route, on voit un ralentissement des fois qui est très brutal. Vous savez, lorsqu'on passe à un ralentissement, justement, on constate que finalement, il n'y avait pas grand-chose en particulier, simplement un arrêt, un ralentissement, mais qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être. Il va y avoir quelque part un petit ralentissement, mais il était loin devant. Et en fait, au moment où vous reprenez, vous n'êtes pas du tout au même endroit où il y avait la cause du ralentissement. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque quelque chose cause un ralentissement sur l'autoroute, ça peut être très anodin. Hein. Ça peut être par exemple un accident sur la voie opposée où les gens ralentissent un petit peu pour regarder puis ils reprennent. C'est très léger. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les voitures qui sont derrière, elles vont ralentir à leur tour, puis derrière. Et après, les premières reprennent et donc le ralentissement s'arrête là. Mais en fait, il continue à se propager en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet d'accordéon où en fait les voitures qui sont arrêtées ou ralenties, elles ont tendance à se décaler de plus en plus vers l'arrière. Si bien que quand vous arrêtez, vous êtes peut-être 2 km plus bas que l'endroit où il y avait la cause du ralentissement. Et au moment où vous redémarrez, vous dites il se passait rien du tout. Mais en fait, c'est juste le ralentissement qui s'est propagé vers l'arrière. On observe la même chose chez les piétons d'ailleurs. On le voit bien dans le pèlerin de la Mecque, quand il y a un flux de gens qui marchent le long d'une rue, par exemple, et qu'il y a un petit ralentissement ici, en fait, ceux qui sont derrière s'arrêtent, puis ceux qui sont derrière, puis ceux qui sont derrière. Les premiers continuent à marcher, mais en fait, le ralentissement, il continue à avancer à reculons, en quelque sorte. Ça s'appelle un effet d'accordéon, ou en anglais, un effet stop and go. À votre échelle, quand vous passez devant et que vous ralentissez un petit peu, c'est juste quelques kilomètres-heure en moins, sauf que ce petit kilomètre-heure à l'échelle de celui qui est derrière, ça va être un petit peu plus, et celui qui est derrière un peu plus, celui qui est derrière un peu plus, et au final, ça va être un petit coup de frein 50 mètres plus bas, et ça va créer un énorme bouchon un peu plus loin. Mais c'est exactement la même dynamique d'effet reculon dont je vous parlais. C'est intéressant de voir que les études sur les foules ont beaucoup commencé avec les études sur le trafic automobile, en réalité. Dans les années 90, mon futur directeur de thèse dans les années 90, lui était spécialiste du trafic automobile. Il s'est ensuite tourné vers les piétons et ensuite il m'a recruté en doctorant 10 ans plus tard. Mais effectivement, ça commence souvent, les études ont commencé beaucoup plus avec le trafic automobile. Quel est le conseil qu'on pourrait donner justement pour éviter ce genre d'embouteillage? Quand on est au volant, qu'est-ce qu'on doit faire? Selon nos modèles de simulation, la chose qui marche le mieux, c'est les vitesses régulières. Ça, c'est aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est la variabilité entre les moments où on va un peu plus vite, les moments où on va un peu plus doucement, les petits coups de frein, etc. Et en fait, au lieu de, si quelqu'un roule en moyenne à 50 km/h, mais que des fois il est à 70, et puis des fois à 20, et des fois à 30, et des fois à 60, mais en moyenne 50 km/h, ça crée beaucoup de bouchons. Alors que vous prenez les mêmes véhicules, vous les faites rouler uniquement à 50 km/h en continu, c'est fluide et on arrive beaucoup plus vite. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est réduire les variations. Il faut être le plus continu possible. Alors justement, moi je me pose la question des voitures autonomes. Est-ce que dans ce cas, ça serait pas justement une bonne idée de mettre en place des voitures autonomes, un type Tesla, qui roulent tous à la même vitesse? Oui, absolument. Ça serait la situation idéale. Quand on fait vous savez, souvent, quand on utilise nos modèles, nos simulations, on teste des situations qui vont jamais se produire dans la vraie vie, mais c'est juste en théorie, juste pour voir comment ça fonctionnerait en théorie. Et quand on fait ce genre de choses, on peut régler des paramètres en disant, imaginons que tout le monde roule parfaitement à la même vitesse, presque à 50 cm par choc contre par choc, mais tout le monde à la même vitesse et on peut tous accélérer ensemble. C'est une situation un peu utopique, ça va pas se produire dans la vraie vie, les voitures sont trop proches pour rouler à 50 ou 60 ou 80 km/h, mais ça c'est parfait ça. Ça crée, c'est un flux continu, les gens arrivent beaucoup plus vite, zéro embouteillage, etc. Maintenant c'est envisageable avec une voiture autonome. S'il y avait que des voitures autonomes sur l'autoroute, ça ferait, vous savez, comme les wagons d'un train finalement. C'est-à-dire que tout le monde va à la même vitesse sans se toucher. Ce serait parfait. Donc la solution aux embouteillages, ce sont les voitures autonomes. Oui, après il y a probablement d'autres contraintes qui vont venir se poser, mais c'est d'un point de vue purement technique, la solution à l'embouteillage, une voiture autonome, ça marche très bien.
D'accord. Alors, votre domaine d'expertise va bien au-delà des mouvements de foule, puisque vous vous intéressez aussi aux biais cognitifs, un sujet passionnant. Et ma question c'est, pourquoi notre cerveau adore être d'accord avec la majorité ? Notre cerveau adore être d'accord avec la majorité, c'est tout à fait vrai. Pourquoi ? En fait, c'est un biais, tout simplement, un biais cognitif. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne un petit peu à deux vitesses. On a une partie de notre cerveau qu'on appelle un raisonnement profond, qui va vraiment réfléchir, se concentrer, faire un effort. Par exemple, si je vous demande de résoudre une multiplication un peu complexe, vous allez avoir besoin de réfléchir un peu profondément et ça fait appel à votre raisonnement profond. Mais en règle générale dans la vie, quand on réagit, quand on prend des décisions, etc., on n'utilise pas cette compétence, on utilise juste un cerveau rapide, en quelque sorte, qui nous permet de prendre des décisions un petit peu rapidement. Et ce cerveau rapide, il a développé des trucs et astuces pour aller vite, en se trompant le moins souvent possible. Et un de ces trucs, qu'on appelle donc un biais cognitif, en l'occurrence, et un de ces trucs, c'est de faire comme les autres. Parce que, inconsciemment, on se rend compte, c'est vraiment juste notre cerveau qui s'en rend compte, à force d'expérience et d'habitude, que quand on suit les autres, ça permet souvent de trouver une solution ou une réponse à notre question sans trop faire d'efforts. Okay ? Donc par exemple, si vous sortez d'un train à la gare, et que vous n'avez pas envie de regarder tous les panneaux pour savoir où aller, etc. Technique très simple, vous regardez où vont les gens, vous les suivez. En général, ils vont vous conduire à la sortie. Okay ? Si vous voulez vous acheter un nouveau téléphone, et puis il y a plein de marques sur Internet, et puis il y a plein de différents modèles, et vous savez pas quoi prendre, vous pouvez regarder ce qu'ont vos amis. Et puis si vous prenez la même chose, ce sera peut-être pas le meilleur, mais ce sera pas si mal que ça. Si vous voulez choisir un restaurant, si vous voulez choisir un film, la plupart du temps, on peut s'épargner un gros effort de réflexion conscient, profond, simplement en faisant comme les autres. Et je dois dire que ça marche pas mal. Donc en réalité, faire comme les autres, ça nous permet simplement de faire le moins d'efforts possible. C'est un peu par fainéantise, C'est un peu par fainéantise. Alors c'est pas de la fainéantise, en réalité, c'est une dimension de notre cerveau qui a été forgée par l'évolution, parce qu'en fait, d'un point de vue évolutif, celui qui prend des décisions rapides, en général, il survit mieux. Ça s'applique moins aujourd'hui dans notre monde, mais vous pouvez imaginer, d'ailleurs c'est un type de raisonnement que les animaux ont beaucoup dans la nature, et ils suivent leurs congénères parce qu'ils se disent, on sait jamais. Vous imaginez un troupeau de gazelles par exemple dans la savane, qui voit une autre gazelle qui commence à s'enfuir. Si la gazelle se dit je vais pas la suivre, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas un danger, peut-être qu'elle se trompe, je vais vérifier s'il n'y a pas un lion, le temps qu'elle vérifie, elle est morte. Elle s'est fait manger. Et en fait, le réflexe, c'est de dire ok, si elle fuit, je fuis, il est probable que ça me sauve la vie. Et ça marche très bien. Donc c'est pas vraiment par fainéantise. En réalité, il se trouve que c'est plutôt efficace. Mais c'était efficace à autant de nos très très grands ancêtres. Mais alors dans ce cas, est-ce qu'on peut vraiment penser par soi-même dans une foule ? Quelle est l'influence du groupe sur notre manière de penser ? Ouais. Et le groupe a une très forte influence, et même sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Parfois, on fait des choses qui relèvent de notre personnalité, de nos préférences. On dit ça c'est moi qui fais comme ça. En réalité, pas du tout. Et en réalité, pas du tout, ouais. En réalité, pas du tout. Quand on regarde des choses, il y a des études fascinantes qui ont été réalisées au début des années 2000-2010, où on a commencé à récupérer des réseaux sociaux de gens, donc on sait qui est ami avec qui, et on regarde comment ces gens pensent, pour qui ils votent, comment ils mangent, comment ils dorment, est-ce qu'ils font du sport, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on a des sortes de contagions comportementales où on a beaucoup tendance à faire la même chose que nos amis, qui ont eux-mêmes tendance à faire la même chose que leurs amis, etc. Il y a une petite étude, par exemple, une très grosse étude, par exemple, dans une petite ville qui s'appelle Framingham aux États-Unis. C'est une petite ville de, 50 000 habitants, peut-être même 100 000 habitants maintenant, où en fait, tous les habitants de la ville sont des cobayes d'une expérience long terme depuis plusieurs décennies. Et donc, en fait, tous les mois, ou un peu plus, c'est pas exactement la bonne fréquence, on leur demande avec qui ils sont amis, avec qui ils travaillent, qui sont les membres de leur famille, etc. Donc ça permet de voir un petit peu le réseau social dans cette petite ville, et on a le réseau complet. Et on leur demande des choses sur eux. Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous fumez? Quel est votre poids? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes heureux? Etc. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde à vol d'oiseau sur plusieurs décennies, que les choses se propagent. Par exemple, la prise de poids, c'est quelque chose qui est très influencé par nos voisins, par nos amis. Donc en fait, quand quelqu'un
prend du poids, donc il grossit, son IMC, son indice de masse corporelle augmente. Dans les années qui suivent, on observe une tendance un peu similaire chez ses amis, chez les gens qu'il fréquente. Et dans les C'est années pareil qui dans suivent, le couple aussi, non? c'est pareil dans le couple, absolument. C'est pareil dans le couple, mais ça marche mieux entre même sexe. Donc un homme qui D'accord. prend du poids aura plus d'influence sur un autre homme que sur une femme, par exemple. Ou D'accord. bien une femme sur une femme que sur un autre homme. Et on se rend compte comme ça que les habitudes alimentaires qui causent la prise de poids sont des choses qui sont contagieuses. Le fait de faire du sport, par exemple, si vous allez faire du sport, vous décidez demain, je vais aller courir un petit peu tous les jours, et ben en fait, ça va faire du bien à votre corps. Et involontairement, ça va déclencher un mouvement de sport chez certains de vos amis et chez les amis de vos amis. Donc en fait, vous allez aussi faire du bien à votre entourage, par exemple. D'où l'importance de bien choisir son entourage, ses amis. Alors oui, même si on ne choisit pas vraiment notre entourage et nos amis, il y a aussi des règles d'attraction sociale qui sont bien connues, qui font D'accord. qu'on peut prédire dans une certaine mesure qui vont être vos amis. Il y en a une règle en particulier qui s'appelle l'homophilie. C'est le fait que les gens ont tendance à devenir amis avec d'autres gens qui leur ressemblent. Ah oui. C'est un peu égoïste, mais en gros, si vous rencontrez par hasard au détour d'une soirée ou au travail quelqu'un qui a les mêmes goûts, le même profil, les mêmes personnalités, la même origine que vous, d'un seul coup, vous allez dire « Ah, elle a l'air vachement sympa » et vous allez devenir amis. En fait, elle a l'air sympa juste parce qu'elle vous ressemble. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, dans une certaine mesure, on peut aussi prédire qui va être ami avec qui. Donc l'expression qui dit qu'on subit sa famille mais on choisit ses amis, elle n'est pas vraie du tout. Pas trop. Moi, je dirais plutôt qu'ils se ressemblent, ça semble. Ça marche beaucoup mieux. Donc si on a des amis en surpoids, on a plus de chances de se retrouver nous-mêmes en surpoids. Ouais. Et vous pouvez le mettre c'est quand même vous incroyable. pouvez le mettre dans l'autre sens. Vous pouvez vous dire, si je fais des efforts pour être un peu plus fit, eh ben mes amis deviendront un peu plus fit aussi. Ou si je côtoie un ami qui fait des efforts, ça va m'inspirer et m'influencer de manière positive. Absolument. C'est très marqué, si vous voulez l'imaginer plus simplement, c'est très marqué avec le tabagisme, par exemple. Toutes les données qu'on a sur le tabagisme, elles sont très très claires. Les fumeurs sont amis avec d'autres fumeurs, les non-fumeurs avec d'autres non-fumeurs, et c'est contagieux. Si quelqu'un dans un groupe se met à fumer, il est probable qu'on voit dans les années qui suivent quelqu'un d'autre du groupe qui se met à son tour à fumer. Ça marche beaucoup dans l'autre sens en ce moment. Donc les gens qui arrêtent de fumer causent des sortes d'épidémies d'arrêter de fumer auprès de leurs amis, puis auprès des amis, etc. Et encore plus particulier, c'est l'humeur, le fait d'être heureux ou d'être malheureux. Ce sont des choses qui sont contagieuses aussi. C'est-à-dire que si vous êtes entouré, vous n'allez pas très bien, mais vous êtes entouré de gens qui vont bien, ça va au fil du temps aller un petit peu mieux. Parce qu'en fait, leur bonne humeur va commencer à vous envahir. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, c'est vrai, ce sont des phénomènes qu'on voit dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut hacker son cerveau en s'entourant des personnes à qui on veut ressembler ? Vous pouvez toujours essayer de vous entourer des personnes à qui vous voulez vous ressembler. Encore faut-il qu'elles veuillent bien s'entourer de vous en retour. Il faut que ce soit réciproque. D'un point de vue très rationnel, vous pourriez mettre en place un plan, etc. Mais c'est pas des choses qui fonctionnent très bien. Dans le sens hacker son cerveau, effectivement, vous pouvez, dans une certaine mesure, sélectionner des gens de votre entourage de qui vous n'êtes pas particulièrement proche, mais que vous aimez bien et auxquels vous aimeriez ressembler. Et puis faire l'effort peut-être de passer un petit peu plus de temps avec elles. Ça pourrait avoir un petit effet positif. Voilà, là j'essaie de deviner un petit peu. Et alors, comment on peut se libérer de l'influence collective ? Alors, vous pouvez essayer d'avoir conscience de tous ces biais et de faire l'effort à chaque fois de prendre vos propres décisions individuelles, etc. Mais en réalité, c'est pas la peine de se libérer de l'influence collective. L'influence collective, elle peut avoir des bons côtés. Comme je vous disais, ça met en évidence des tendances que vous n'auriez peut-être pas vues individuellement. Alors ça peut avoir des mauvais côtés aussi, mais ça peut parfois être positif. Et dans un sens, ça peut être utile aussi. Alors, comme je vous le disais, il peut y avoir des pièges à l'influence collective. Par exemple, une fausse alerte pendant un mouvement de panique où les gens se mettent à courir. Là, effectivement, je ne sais pas si vous avez intérêt à courir en retour ou pas. Mais c'est une question ouverte. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut se libérer de l'influence collective ou pas ? En fait, ça dépend des cas. Telle est la question.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on valorise beaucoup les chiffres. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va donner une crédibilité. Alors par exemple, pour une chaîne YouTube, on va regarder son nombre d'abonnés. Un film qui cartonne au box-office, forcément, on va se dire que c'est un bon film. Et la même chose pour notre président qui est élu à la majorité. Mhm. Donc ma question c'est, est-ce que la majorité, elle a toujours raison ? Non. Voilà. Réponse simple, la majorité n'a pas toujours raison. Elle peut avoir raison ou pas selon les conditions. Alors, c'est marrant parce que les effets de majorité, c'est des choses qu'on étudie beaucoup dans le domaine de l'intelligence collective. On va se dire, OK, j'ai un problème à résoudre, j'ai plein de gens devant moi. Et si je les faisais juste voter et je prends la réponse majoritaire, est-ce que ça va mieux marcher que si je demande au hasard ou si je prends le meilleur ? Eh bien, des fois oui et des fois non. Donc au début, on a vraiment fait ces expériences. On a commencé en utilisant des problèmes très simples, des problèmes de logique, de raisonnement dans l'espace par exemple, de logique, etc. Et on commence à demander à des gens, et puis on a en particulier un test de logique qui s'appelle le test de Raven, un test de géométrie dans l'espace, et on l'utilise. C'est un test très difficile où les premières questions sont faciles, mais les dernières sont vraiment dures. Et si vous donnez ça à une personne en particulier, le taux de réussite est autour de 60-65%. Si vous demandez à plein de monde, vous aurez en moyenne 65% par chaque personne, mais si vous demandez à plein de monde et qu'ils votent, est-ce que la réponse collective, le vote, va être bon ? Et dans ce cas-là, il est extrêmement bon. Okay, il frôle les 100%. Donc en fait, pour résoudre des problèmes de logique, le vote fonctionne extrêmement bien. Mais on pourrait conclure trop vite en se disant, du coup, ça marche très bien le vote, on va l'utiliser à toutes les sauces. En fait, non. Par exemple, si on prend ce même vote et cette fois on teste nos cobayes, nos participants avec un test de culture générale, d'un seul coup, ça marche plus. Vous pouvez pas voter pour un test de culture générale. S'il y a des pièges, la majorité va directement tomber dans le piège. Okay ? En fait, nous, on fait ça au laboratoire de manière très sérieuse. On donne des quiz capital, par exemple. À nos participants, on les fait voter. Ils tombent tous dans les pièges. Par exemple, la capitale de la Côte d'Ivoire, tout le monde va voter pour Abidjan et ce n'est pas Abidjan. La capitale de la Suisse, tout le monde va voter pour Zurich ou Lausanne ou Genève. C'est pas le cas. La capitale de l'Afrique du Sud, les gens vont dire Johannesburg, etc. C'est pas le cas. Et alors pourquoi ? La majorité se plante à chaque fois. Et donc en fait, la majorité, c'est un truc qui est utile pour effacer les petites erreurs individuelles. Donc quand il y a plein de gens qui peuvent se tromper différemment, comme avec le test de logique, les gens ont des raisonnements logiques qui sont tous un peu différents, en fait, vous pouvez effacer toutes ces erreurs et récupérer juste les intuitions qui se cumulent et avoir la bonne réponse. Mais à partir du moment où il y a un attracteur, quelque chose qui attire, par exemple Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ça attire beaucoup l'esprit, alors d'un seul coup, la majorité va tomber dans le panneau. De la même façon, en politique, parce que vous parliez de politique juste avant, de toute façon, en politique, quelqu'un qui est la démagogie, par exemple, c'est un attracteur qui est très très efficace. C'est-à-dire que si vous voulez attirer des voix, faire des promesses que vous ne comptez pas tenir, c'est quelque chose qui va très très bien marcher. C'est exactement comme Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est un faux ami, c'est un piège. Et la majorité tombe toujours dans le piège. D'accord. Et alors dans ce cas, les gens votent pour quoi exactement ? Est-ce qu'ils votent pour une image, une personnalité, des promesses, plus que des choses concrètes ? En politique, vous voulez dire ? Oui. En politique, je ne sais pas exactement. Oui, je dirais que c'est plusieurs facteurs en même temps, très probablement, qu'il doit y avoir la personnalité du candidat et de la candidate, il doit y avoir un petit peu le programme et surtout les promesses, ou ce genre de choses, ouais, je pense. Oui, d'accord. Alors, ma question, elle est peut-être un peu philosophique, mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis personnel là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée de donner le choix à la majorité ? Pardon, dans quel contexte ? Par exemple, prenons le contexte des élections. Ok, en politique. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on fait déjà dans une démocratie, donner le choix à la majorité ? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Ok. Oui. C'est une bonne idée, c'est-à-dire que les modèles alternatifs, c'est la dictature. Où est-ce qu'elle veut m'emmener, celle-là ? Oui, parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que la démocratie est une bonne idée ? Donc, a priori, oui. Tout simplement parce que les modèles alternatifs, ce sont des dictatures où finalement, on donne le choix juste à une seule personne ou à une petite élite. À la fin du 19e siècle, il y avait par exemple des débats où on se demandait est-ce qu'il faut s'appuyer sur l'aristocratie ou est-ce qu'il faut partir dans la démocratie. Et donc c'était les tout débuts de l'intelligence collective finalement où on se demandait est-ce que il vaut mieux un petit groupe de décideurs
bien éduqué qui prend les décisions pour tout le monde, ou est-ce qu'il faut demander à tout le monde et faire un vote? Le vote majoritaire, au-delà de sa précision ou de son imprécision, etc., déjà, il a un avantage important, c'est qu'il implique tout le monde. C'est ce que je dis parfois quand je bosse avec des gens en entreprise, où ils me demandent est-ce que pour ces décisions, on doit demander à tous les employés faire un vote, etc. Ouais, c'est un bon exemple. La réponse est un peu complexe, parce que le vote, des fois, il marche, comme avec les tests de logique, des fois, il marche pas, comme avec les tests de culture générale, mais au-delà de marcher, pas marcher, il a déjà un avantage premier, c'est qu'il implique les gens. Et en entreprise, par exemple, si vous faites voter les gens pour prendre des décisions, il va y avoir un effet bénéfique, même s'ils prennent une mauvaise décision, il va y avoir un effet bénéfique parce que ça va créer une forme de cohésion, parce que les gens vont se dire « Ah, on a décidé ensemble », d'accord? Et ça crée vraiment un effet d'identité sociale, c'est un terme technique, l'identité sociale. Donc déjà, il y a ça, super important, ça crée un effet de cohésion. Donc dans ce sens-là, déjà, c'est bien. Ensuite, voter oui, mais il y a plein de façons de voter, et il faut savoir utiliser la bonne, d'accord? Donc il y a la simple majorité, où je demande à tout le monde, et je prends la réponse qui a le plus d'avis. Je pourrais pousser ma majorité avec ce qu'on appelle un vote de confiance, où je demande à tout le monde son avis, et en même temps, je leur demande s'ils sont sûrs ou s'ils sont pas sûrs, sur une échelle, par exemple, de 1 à 10. Et à chaque fois, je vais pondérer leurs réponses avec leur degré de certitude. Et comme ça me donne une sorte de majorité, mais avec plus de poids aux experts, aux gens qui sont sûrs, par exemple. Ça marche pas mal. Il y a plein d'autres façons de voter comme ça, où on peut donner plus ou moins de poids aux gens en fonction de leur profil, en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils savent, etc. Et ça peut être plus ou moins efficace à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de façons de voter. Il doit y en avoir plusieurs dizaines. Et il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. C'est juste que ça peut être un petit peu compliqué d'organiser une élection présidentielle, par exemple, avec des techniques de vote qui sont un peu trop sophistiquées. Ouais, peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats. On aurait certainement de meilleurs résultats, j'en suis sûr. Par exemple, pendant une élection, les sondages, c'est un truc qui est très néfaste. On s'en rend compte dans tous les domaines quand vous devez voter. Si avant de donner votre avis, vous pouvez voir l'avis des autres, ça crée un effet d'amplification où en fait vous allez changer votre avis en fonction de ce que pensent les autres, et en fait on va comme ça entrer dans un cercle vicieux ou cercle vertueux vers une option en particulier. Est-ce que les sondages manipulent les résultats? Le terme manipuler, il implique une volonté de manipuler. Par contre, les sondages biaisent les résultats, ça c'est clair. C'est-à-dire que vous faites une élection avec un sondage en continu, comme on fait en ce moment, ou bien la même élection où personne ne peut voir ce que pensent les autres Français avant que le résultat final n'apparaisse, je vous garantis que ce ne sera pas le même résultat. Ah, c'est pour ça qu'on nous matraque de sondages avant chaque élection. En fait, il faudrait les interdire, tout simplement. Non, en fait, le sondage, à la base, je pense que c'est pas un désir de manipuler, je pense que c'est un désir de curiosité, où on a envie de voir le résultat avant qu'il arrive. Je suis pas trop sûre avec ça, Mehdi, je sais pas. Bon, c'est mon avis en tout cas. On est curieux, on veut voir le résultat, donc on a les sondages qui apparaissent, mais on se rend pas compte qu'il y a un effet néfaste. Et quand on se rend compte sur quel type de personnes, les profils qui ont été sondés, etc., on se rend compte qu'en fait, les résultats ne sont pas forcément représentatifs de la population en général, quoi. En général, c'est sondage. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui. Si le sondage est bien fait, en général, il est représentatif. Alors, est-ce que c'est plus facile de manipuler une foule ou des individus? Alors, c'est plus facile de manipuler une foule, parce que la foule a ces fameux effets d'entraînement, où la plupart du temps, on va être attiré par ce que font les gens autour de nous. Et donc, en fait, si on arrive à déclencher un début de mouvement, eh bien, en fait, on peut attirer tous les autres derrière. Et ce début de mouvement, il peut se produire un peu n'importe où. Alors qu'un individu, s'il est résistant, on ne sait pas sur quoi on va tomber. D'une manière générale, la foule, c'est plus prévisible que l'individu. Et alors, comment on fait ça? Comment on peut manipuler une foule? Et d'une manière générale, l'influence sociale, c'est assez puissant. Les toutes premières études en psychologie sociale de manipulation sont des études d'un psychologue social qui s'appelle Solomon Asch dans les années 50. Ah oui, c'est ça, qui pose des questions en apparence très simples à un groupe de gens. Par exemple, de déterminer la longueur d'une ligne. Donc, il y a une petite et une grande, et il faut trouver laquelle est la grande et laquelle est la petite. Donc, c'est vraiment fastoche. Et par contre, dans le groupe, il y a des complices, des gens qui vont exprès donner la mauvaise réponse. Et les complices, ils parlent exprès en premier.
Donc en fait, vous êtes dans ce groupe et vous voyez la réponse tout de suite, vous dites c'est la réponse B, et les gens commencent à parler, ils disent A, et quand ça arrive à votre tour, vous êtes là, oh là, mais je pensais que c'était B, et là d'un seul coup, il y a une forme de pression. Est-ce que vous allez dire A comme tout le monde, ou est-ce que vous allez rester dans votre tête et dire B? En général, les gens disent A. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Est-ce qu'on a peur d'être rejeté? Est-ce qu'on a peur de se tromper? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a 2 effets. Le premier, c'est le conformisme. Donc, c'est-à-dire que on est rassuré quand on dit comme les autres parce qu'on va pas se distinguer des autres, donc il y a rien de particulier avec moi, donc je vais pas attirer l'attention sur moi, on va pas me poser des questions, on va pas me demander de me justifier, on va pas ceci, cela. Finalement, on me laisse tranquille. Si je dis comme tout le monde, on me laisse tranquille. C'est un effet de conformisme. Par contre, il y a aussi un effet de vraiment d'influence où on va se dire que on a tort. Donc si tout le monde dit A alors que je pense que c'est B et que ça arrive à mon tour, je vais me dire ok, j'ai dû me tromper. Soit j'ai mal vu, soit j'ai mal compris la consigne, et en fait on va remettre en question notre propre jugement. Donc là c'est pas juste du conformisme parce qu'on a peur, on va vraiment changer d'avis, on va se dire non ça doit être A, alors je pense que c'est A, et après si vous me demandez je dis je pense que c'était A. Le conformisme, si je vous redemande après quand vous êtes tout seul, vous gardez votre réponse initiale. L'influence sociale, si je vous redemande après quand vous êtes toute seule, vous utilisez la réponse collective en disant ouais ça devait être ça probablement, vous avez changé d'avis. L'influence sociale, c'est vraiment un outil hyper puissant, je trouve. C'est absolument. Il y en a partout dans la société. On a un petit peu de mal même à contrôler ou à comprendre ou à la voir, mais d'une manière générale, on est très influencé par les gens qui sont autour de nous. C'est ce qui drive nos vies, nos actions, j'ai envie de dire même du quotidien, j'ai l'impression. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le tabagisme, la prise de poids, le bonheur, etc. Tout ça, c'est de l'influence sociale dans un sens. Donc oui, effectivement, il y a encore assez peu de libre arbitre finalement, puisqu'on est assez dépendant du contexte social dans lequel on évolue. Alors Mehdi, imaginons que je me trouve dans un stade. Je vais regarder un match de foot avec mes 2 équipes préférées. Le match va bientôt commencer. Mais pour mettre un petit peu d'ambiance, j'ai envie de lancer une hola. Comment je vais faire? Comment faire pour lancer une hola et que tout le monde me suive? Et que ça prenne dans le stade? Alors, si vous vous levez toute seule en disant « hola », ça va pas marcher. C'est ça, c'est un peu ma crainte. Si vous arrivez avec un copain et que vous vous mettez à 2 en disant « hola », ça va pas marcher non plus. Ok, un flop. Encore un flop. Vous pouvez essayer avec 2 copains, vous serez 3, puis 4, puis 5, puis 6, et ça va toujours pas marcher. Puis à un moment donné, vous allez arriver à un certain nombre, par exemple 35, et là, vous allez 1, 2, 3, hola, et là, hop, c'est parti. Et au-delà de ce nombre magique, ça va marcher à tous les coups. Donc en fait, c'est comme s'il y avait, et effectivement c'est une vraie science, là c'est la science, ça s'appelle la science du point de bascule. Il y a des études qui ont été faites sur les holas dans les stades, où les premiers chercheurs qui s'intéressaient à ce point de bascule, le point de bascule c'est le nombre critique de gens qui font un truc pour que tout le monde se mette à faire ce truc après. C'est passionnant. Et celui qui maîtrisera le point de bascule deviendra le roi du monde parce que on peut faire beaucoup de choses avec ça. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. C'est pas une science qui est encore maîtrisée, mais donc les premières études se portent sur les holas parce qu'on cherchait un phénomène qui était facile à mesurer, et il y a des chercheurs qui sont très malins qui ont repéré les holas dans les stades et qui ont dit tiens c'est marrant, des fois ça marche, des fois ça marche pas, combien de personnes il faut pour lancer une hola, et ça va nous servir de modèle, de cas d'étude pour étudier le point de bascule plus généralement. Pour lancer une hola, il faut 35 personnes, pour de vrai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain nombre, vous êtes suffisamment imposant aux yeux de vos voisins pour que le voisin se dise « Ah, il y a beaucoup de monde qui fait ça, je vais le faire aussi. » Puis il y a les voisins des voisins qui font pareil, etc. Et ensuite, c'est parti. C'est assez fascinant parce que vous avez... Si vous représentez la courbe, vous voyez que avec une personne qui le fait, ça a 0 conséquence. 2, 3, 4, jusqu'à 32 personnes qui le font, ça a 0 conséquence. Et dès que vous passez le point de bascule, c'est maximum conséquence. Donc vous voyez, il y a une courbe, c'est tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. On peut pas avoir une petite hola. C'est une hola ou pas de hola, il n'y a pas d'entre-deux. Et il y a d'autres phénomènes qui ont été faits. Alors, des phénomènes physiques aussi, parce que je parle beaucoup de physique. Phénomènes physiques, par exemple les feux de forêt, les incendies, c'est aussi un effet de point de bascule, c'est-à-dire que vous pouvez jeter un mégot dans une forêt et des fois ça va enflammer toute la forêt de proche en proche, mais la plupart du temps il va rien se passer, exactement comme la hola. Et en fait il y a une intensité de chaleur minimum, un seuil exactement, qui fait que tout va s'enflammer, et si c'est pas atteint, rien ne va s'enflammer. On l'a aussi sur des effets comme les révolutions, par exemple. On a observé un point de bascule sur les révolutions arabes en 2010 qu'on a étudié aussi pendant le printemps arabe, où pareil,
on a cette masse critique de gens qui sont mécontents, qui sont en colère. Là, en l'occurrence, c'était bien au-dessus de la masse nécessaire, du nombre nécessaire. Et à partir du moment où ils se mettent ensemble et qu'ils vont dans la rue, en fait, ça va se propager comme un feu de forêt et ça va tout déclencher. Donc voilà, si vous voulez faire une hola, il faut 35 personnes. Quand même. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver 34 amis à amener avec moi au stade. Exactement. Pour faire une hola phénoménale. Exactement. Et si vous voulez déclencher une révolution, je ne sais pas combien il faut de personnes, heureusement. Mais en réalité, on n'est pas forcément avec 34 personnes qu'on connaît. Donc, comment on passe de 1 à 35 ? Qu'est-ce qui fait que ça impacte les autres ? Ça fait l'effet boule de neige, en fait. Alors, il faut que les 35 se lèvent en même temps. Et quand il y a une vraie hola, vous voulez dire pourquoi on a atteint ce seuil ? Exactement. Comment on fait pour atteindre ce point de bascule de 35 personnes ? Eh ben, c'est là qu'intervient le contexte. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Parce qu'il y a un contexte qui va faire que, par exemple, dans un stade de foot, et c'est un cas simplifié, le match est excitant, il y a du suspense, l'équipe locale est en train de gagner, le public est un peu excité. Et donc, les gens ont envie, en quelque sorte, de faire une hola, et puis il y a une personne qui va tenter, mais ça va pas marcher, par exemple. Mais les autres, ils ont pris cette excitation, et puis quelques minutes après, ils vont être un peu plus nombreux, ça va toujours pas marcher, et quelques minutes après, ils ont atteint le point critique, et là, c'est déclenché. D'accord ? Donc, il y a ce contexte global. Vous verrez jamais une hola sur un match soporifique, tout simplement parce qu'on n'atteindra jamais ce seuil critique. De la même façon, vous pouvez jamais déclencher une révolution dans un pays qui va bien, parce qu'en fait, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de sensibilité globale à l'échelle du pays pour que les gens atteignent le point de bascule de la colère et de la révolution. D'accord. C'est vraiment très intéressant, en tout cas. Je sais ce qu'il me reste à faire pour lancer une hola. Et une révolution. Une révolution, pourquoi pas. Les fourmis, alors moi j'adore les fourmis, je trouve que c'est passionnant. J'aimerais savoir quelle est la plus grande idée reçue sur l'organisation des fourmis que vous voulez corriger aujourd'hui. C'est assez facile. Beaucoup de gens pensent que la reine des fourmis, on connaît la reine des fourmis, dans toutes les fourmilières il y a une reine des fourmis, elle est un petit peu plus grosse que les autres. Beaucoup de gens pensent à juste titre que la reine des fourmis est une reine. C'est-à-dire qu'elle décide et qu'elle gouverne. En fait, c'est pas du tout une reine dans le sens humain du terme. Elle n'a aucun rôle de décision, c'est juste une pondeuse en réalité. C'est juste la première fourmi de la colonie qui a commencé à pondre les autres. Et en fait, elle reste terrée au fond de son nid. Sa vie n'est pas très excitante, je dois dire. Elle fait juste des bébés toute la journée. Et en fait, elle a aucun pouvoir de décision. Donc souvent, quand on parle de fourmis, on imagine un système presque une monarchie en fait, un système très centralisé avec une reine qui décide et les autres qui exécutent. Ça marche pas du tout comme ça en fait. C'est un système décentralisé complètement où toutes les fourmis font ce qu'elles veulent, elles s'influencent mutuellement et la reine, elle reste juste derrière. Elle a aucune idée de ce qui se passe. En fait, c'est pas une reine comme nous, on l'entend. Exactement, on l'a appelée reine, mais c'est très anthropomorphique. C'est-à-dire que les premiers chercheurs qui ont découvert cette grosse fourmi au milieu se sont dit « Ah, dis donc, elle est plus grosse, les autres ont l'air de la protéger. À tous les coups, c'est la reine. » Et donc, on lui a donné le nom reine, mais en fait, c'est pas juste parce qu'on a calqué notre culture humaine sur ce système fourmi, on l'a appelée reine, mais en fait, c'est pas du tout une reine. Et ce qui est fascinant chez les fourmis, c'est qu'elles n'ont ni chef, ni plans établis, et pourtant tout fonctionne. Est-ce que c'est pas justement un modèle ultime d'intelligence collective qu'on devrait peut-être adopter aussi ? Alors, nous, en tout cas, c'est un modèle qu'on utilise beaucoup en science. C'est génial d'étudier les fourmis quand on s'intéresse à l'intelligence collective parce que c'est très pratique. Tous les labos d'intelligence collective, ils ont une petite fourmilière dans un bureau parce que ça permet de faire des expériences rapidement. On sort la fourmilière, on les met dans certaines situations et on regarde comment elles réagissent. Donc, ça marche très bien. Est-ce que c'est le modèle ultime ? Non, parce que des fois, elles font des choses stupides. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut jouer avec ce fonctionnement pour les faire tomber dans un piège, par exemple. Par exemple, les fourmis ont tendance à se suivre. Ça crée des effets d'amplification. Ça leur permet de trouver de la nourriture rapidement ou d'attaquer une proie rapidement, ce genre de choses. Mais si vous vous arrangez en les manipulant un petit peu avec une pince à épiler comme ça pour qu'elles marchent en rond, et ben en fait, chaque fourmi va suivre celle qui est devant. Et en fait, elles vont commencer à marcher en rond et ça va jamais s'arrêter. Elles vont marcher en rond pendant toute la vie. Jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Donc ça paraît complètement stupide comme comportement. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on a hacké un mécanisme de comportement qu'on a compris qui leur sert par ailleurs à trouver de la nourriture et à survivre. Là, on peut le hacker pour donner l'impression que c'est une colonie stupide. Mais en fait, vous voyez que le terme d'intelligent ou de bête, finalement, il n'a pas beaucoup de sens en science. C'est plutôt
comment ça marche, quel est le mécanisme. Et une fois qu'on a compris le mécanisme, en fait, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Oui, elles fonctionnent selon leur modèle à elles. C'est ça. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment elles travaillent et comment elles se répartissent les tâches ? La division du travail chez les fourmis, c'est assez complexe et assez fascinant aussi. C'est un système de division du travail qu'on appelle un peu de la stigmergie. C'est-à-dire que chacun va faire ce qui reste à faire, en quelque sorte. Donc, vous avez des fourmis qui ne savent pas quoi faire et puis qui vont se dire, comme j'ai faim, je vais aller ramasser de la nourriture et puis je vais la ramener au nid. Donc, la fourmi va commencer à aller chercher de la nourriture. Et à force, les autres ne vont plus avoir besoin d'aller chercher de la nourriture, puis elles vont trouver une autre occupation, puis une autre occupation. Et au bout d'un moment, elles ont tendance à se spécialiser. Si bien qu'on va se retrouver avec des fourmis qui vont tout le temps chercher de la nourriture parce qu'elles sont devenues spécialistes de cette tâche. Elles le font plus rapidement que les autres. Et d'autres qui sont spécialisées dans le nettoyage, et d'autres qui sont spécialisées dans la construction ou dans l'entretien du nid ou dans l'entretien des larves, etc. Et donc en fait, on se retrouve avec un système qui est très cloisonné, mais en fait, cette répartition du travail, elle est apparue finalement en fonction des besoins. Et ce qui est marrant, c'est qu'une petite minorité de fourmis peut couvrir l'ensemble des besoins de la colonie et la majorité n'a plus rien à faire. Donc en fait, la plupart des fourmis, elles font rien en fait. La plupart des fourmis, elles sont juste en train de traîner dans le nid en attendant que les autres les nourrissent, les nettoient, etc. Elles sont pas complètement inutiles cependant, parce que en cas de problème, c'est justement cette masse de fourmis non spécialisées qui va venir à la rescousse. Par exemple, s'il y a besoin d'aller chercher un peu plus à manger, c'est les non spécialisés qui vont aller aider les spécialistes, etc. Mais c'est assez fascinant la division du travail chez les fourmis. Oui, je trouve ça vraiment fascinant. Et justement, qu'est-ce que les fourmis réussissent que nous échouons à faire, nous, en tant qu'humains ? Les fourmis arrivent à faire pas mal de choses collectivement, mais la raison qu'il y a derrière ça, c'est l'absence d'individualisme. Donc en fait, les fourmis, elles vont en permanence faire les choses pour la colonie. Elles pensent collectif. Ouais, de manière vraiment exacerbée. Elles sont même prêtes à mourir pour le collectif, sans aucune émotion. Nous, on met beaucoup d'émotions derrière ça, mais une fourmi qui voit un prédateur qui attaque la colonie, le prédateur, il peut être 1000 fois sa taille, elle y va quoi, elle va lui pincer la patte, quitte à se faire complètement broyer après. Aucun état d'âme. Et en fait, ça aide beaucoup, en particulier dans la recherche collective, quand elles vont chercher, disons, de la nourriture. Il y a plein de fourmis qui vont s'aventurer dans des terrains qui sont complètement vierges, complètement inconnus, au risque de leur vie, pour aller voir s'il n'y a pas un truc à manger. Et si jamais elles en trouvent, elles ramènent, et si elles en trouvent pas, tant pis pour elles. Et au final, le système, dans son ensemble, il marche bien, justement parce qu'il y a cette absence de sensation d'individualité, quoi. Alors que chez les humains, par exemple, c'est très différent. Nous, on a besoin d'une récompense un peu individuelle. Et si on doit se répartir pour aller chercher quelque chose, moi, je vais peut-être pas aller dans les endroits risqués ou les endroits qu'on connaît pas. Je vais me dire, non, je vais juste rester dans le coin ici. Et du coup, ça minimise l'exploration du groupe et ça réduit les performances collectives, etc. Donc, cette absence d'individualisme, c'est un point fort pour la colonie. Absence d'individualisme. Il y a aussi une absence d'ego, parce que finalement, il n'y a pas de sous-tâche. Exactement, il n'y a rien, même aller pincer la patte d'un prédateur géant, c'est pas une sous-tâche, il faut y aller, elle y va, et il n'y a pas d'ego en particulier, même si ça pourrait apparaître comme un acte courageux du coup, mais effectivement, tout ça, et en fait il faut vraiment voir le système dans son ensemble, plutôt que l'individu, c'est ça qui est intéressant. Ouais, très intéressant. Il y a un autre être vivant, moi, que j'aime beaucoup, qui me passionne aussi, qui me fascine, c'est l'abeille. Est-ce que vous avez étudié les abeilles ? Est-ce qu'elles fonctionnent de la même manière que les fourmis ? Moi, particulièrement, j'ai pas étudié les abeilles, mais j'ai lu la littérature qui va avec, et c'est assez fascinant, c'est très très semblable aux fourmis, effectivement. Elles volent, elles ont une reine, elles se suivent beaucoup. Les fourmis se suivent grâce à un produit chimique qu'elles déposent avec leur abdomen sur le sol qui s'appelle de la phéromone. Les abeilles ne peuvent pas vraiment déposer de phéromones dans les airs, elles utilisent des motifs de danse. On parle de la danse des abeilles, donc les abeilles vont avoir un mouvement de danse pour indiquer aux autres qu'elle a trouvé quelque chose, donc elle fait une sorte de rond qui pointe vers la direction dans laquelle elle veut aller, et quand les autres abeilles voient ça, elles y vont aussi, même si elles savent pas ce qui se passe. Et on est vraiment sur un système très très proche, quasiment de fourmis avec des ailes, quoi. Alors les fourmis, les abeilles, on voit qu'elles fonctionnent d'une manière très précise. Est-ce qu'il y a une chose dont on peut s'inspirer, nous, en tant qu'être humain ? Pas mal de choses, en réalité. J'aime bien le fonctionnement de travail
qui est utilisé par nous, par exemple, pour l'écriture d'un article sur Wikipédia. Alors, l'écriture d'un article sur Wikipédia, c'est un fonctionnement qui est tout à fait inspiré des fourmis, même si je pense que c'était pas volontaire au début, mais quand on l'analyse, finalement, c'est la même chose. Donc, sur Wikipédia, si vous l'article qui est écrit n'est pas centralisé, personne n'a décidé d'écrire cet article en particulier, du plan qu'il va y avoir, etc. C'est juste quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, je vais écrire un article sur ce sujet. Il écrit un bout et il s'arrête et il s'en va. Quelqu'un d'autre arrive, se dit, tiens, il y a un début d'article qui vient d'apparaître, je vais ajouter une photo parce que j'en ai une. Quelqu'un d'autre arrive, il dit, tiens, il y a une faute d'orthographe et il corrige une faute d'orthographe. Quelqu'un d'autre ajoute un autre paragraphe, etc. Et en fait, chacun vient ajouter un petit peu sa pierre à l'édifice en fonction de ce qu'il sait faire ou de ce qu'il a envie de faire. Ceux qui n'ont pas envie de bosser dessus, ils bossent pas dessus. Personne n'est obligé de travailler sur Wikipédia, mais il y a quand même une petite minorité de gens qui le font et ça construit comme ça un article complet. Mais en fait, les fourmis, elles travaillent exactement pareil. Elles travaillent par exemple pour construire un nid, pour construire leur fourmilière. Elles vont placer une petite pierre ici, puis une autre va placer une autre pierre par-dessus. Une troisième arrive, elle dit tiens, il y a un pilier, je vais construire un toit. Une autre arrive, construire un deuxième pilier à côté, etc. Et en fait, c'est un fonctionnement de travail qu'on appelle donc la stigmergie, qui est exactement le même que sur Wikipédia. C'est pas la même construction qui est faite, mais c'est la même façon de se coordonner. Et dans ce sens-là, effectivement, c'est inspiré des fourmis et ça marche très bien. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué au tout début de cet entretien, Mehdi, les réseaux sociaux. Donc, je vous propose qu'on passe à cette thématique. D'accord. J'aimerais savoir ce qu'il se passe quand un tweet ou un post ou même une vidéo devient virale. C'est un point de bascule qui est atteint, tout simplement. On parlait du point de bascule tout à l'heure. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pouvez poster quelque chose, c'est partagé par 2, 3, 4 personnes et ça disparaît. Ou vous pouvez recommencer et ça va reproduire exactement pareil et ça disparaît. Mais des fois, cette chose, ça peut être une image, un texte, une vidéo, etc., va être partagée par beaucoup de monde et là, d'un seul coup, ça va commencer à prendre et plus il y a de monde qui la voit, plus il y a de monde qui la partage et ça s'amplifie, etc. Et donc là, ça se crée ce qu'on appelle une vidéo virale ou un buzz en particulier, etc. Est-ce que vous avez identifié justement le nombre de personnes, ce point de bascule qui fait qu'à un moment donné, ça devient viral? Non, j'ai pas le nombre exact. Je pense pas qu'il soit aussi facile que ça de le définir. Ouais, j'imagine. Ça va dépendre des plateformes et en plus, il y a une dimension supplémentaire, c'est ce fameux algorithme de recommandation. Un algorithme de recommandation, c'est juste un programme informatique qui va mettre en évidence un produit qui a certains critères. Et donc, si c'est un critère d'émotion, de peur, par exemple, eh bien, l'algorithme va effectivement amplifier ça. Par exemple, au tout début sur YouTube, ce qui était mis en évidence, c'était le clic. Et donc, l'algorithme disait, s'il y a beaucoup de clics sur une vidéo, je vais la partager un petit peu plus et ça va engendrer ces clics, etc. C'était une façon de mettre en avant les produits intéressants. Sauf que les gens s'en sont rendus compte et ils ont commencé à créer des choses qui donnent envie de cliquer, mais qui sont complètement creuses, complètement vides, avec une image, par exemple, ou un titre un peu sensationnel. C'est le fameux clickbait qu'on retrouve aussi dans les magazines sensationnels. Et très vite, on s'est rendu compte qu'un algorithme qui maximise le clic, c'est pas une bonne idée, il faut qu'il maximise autre chose. Puis, il me semble que les plateformes se sont tournées vers l'engagement. Donc, en fait, c'est ce qui génère des commentaires qui va être le plus partagé. Sauf qu'à nouveau, les gens s'en rendent compte et c'est assez facile à hacker dans le sens où on peut créer un contenu qui est hyper provocateur, qui va générer des émotions négatives et les gens vont commenter parce qu'ils sont en colère et donc ça crée de l'engagement et donc le produit est partagé, etc. Donc en fait, c'est un peu plus complexe finalement. Ça dépend de ce que l'algorithme va mettre en avant comme particularité. Il me semble, les algorithmes sont très secrets en ce moment. Sur YouTube, par exemple, le temps de visionnage, donc le temps que la personne va rester, le watch time, c'est un truc qui est pas mal mis en avant. À nouveau, qui peut être hacké. Il suffit juste de dire qu'à la fin de la vidéo, on va annoncer un truc incroyable. Pas à la fin, mais qu'on va annoncer un truc incroyable et qu'on continue à bavarder pendant 5, 6, 7 minutes avant d'annoncer notre truc. En fait, le public va rester pendant les 5, 6, 7 minutes parce qu'il sait pas à quel moment le truc incroyable va être annoncé. Et donc, donc il y a toujours moyen de le contourner. C'est pour ça que les algorithmes de recommandation sont souvent tenus secrets. Vous, en tant qu'expert des mécanismes de groupe, est-ce que vous analysez vos propres statistiques YouTube pour justement maximiser vos résultats, pour peut-être gagner plus d'abonnés, pour avoir plus de vues? J'essaye probablement inconsciemment, mais ça marche pas particulièrement, à nouveau, parce que je ne sais pas ce que fait l'algorithme de YouTube en particulier. Donc moi, en fait, j'essaie de construire un contenu intéressant, qui est pas nécessairement attractif à première vue sur le clic,
Ouais, parce que c'est niché quand même, hein, vos Ouais, sujets. c'est une niche, ouais. Effectivement, c'est très niche. Donc, c'est pas particulièrement attractif sur le clic, mais une fois qu'on a cliqué, c'est assez intéressant. J'essaie de garder un petit peu le spectateur en haleine. Donc, à ce niveau-là, j'intellectualise pas trop la recommandation de la vidéo. Je me dis que si elle est bien, ça devrait marcher. Est-ce que vous avez tout de même identifié certaines choses dont on peut s'inspirer? Non, pas particulièrement. Non? Je pense que tout ce que j'ai identifié, c'est les vidéos pour lesquelles je suis le plus fier, sont celles qui marchent le mieux. Ça veut dire qu'elles doivent être mieux, dans le fond. D'accord. Donc en réalité, c'est faire du bon contenu, Ouais, le faire de manière authentique, c'est ça. le faire bien C'est ça. et être fier de ce qu'on diffuse sur Internet. C'est ça. Finalement, c'est assez ça. C'est quelque chose qui est bon, C'est généralement, ça ça qui peut est bon, marcher. pas besoin d'étudier l'algorithme au final. Et, il y a toujours des effets de surprise un petit peu, mais ça. C'est vrai. Ouais. Avec YouTube, il y a toujours des effets de surprise. Ouais. Alors, en regardant un petit peu toutes vos études, toutes vos recherches, je me suis posé une question. Et je me suis demandé, est-ce que le comportement de la foule varie en fonction de sa culture? Par exemple, est-ce qu'un Japonais va se comporter de la même façon qu'un Français? Alors oui, il y a plein de différences culturelles. Ce qui me fascine beaucoup, c'est l'absence de différence, tous les points communs entre les différentes cultures, où on voit, par exemple, quand on étudie une bousculade ou un mouvement de foule, on voit que finalement, les 6 personnes par mètre carré, qu'on soit japonais, congolais ou argentin, ça marche pareil pour tout le monde, quoi. En revanche, ça peut être intéressant aussi de souligner les différences culturelles. Il y en a pas mal. Si on parle de déplacement de piétons, par exemple, il y a un tout premier projet que j'ai fait qui portait justement sur une différence culturelle. C'est le côté duquel les gens vont s'éviter dans la rue. Et donc, il y a certains pays où les gens vont spontanément s'éviter par la droite et d'autres pays où les gens vont spontanément s'éviter par la gauche. En France, par exemple, on s'évite par la droite, mais au Japon ou en Australie, on va s'éviter par la gauche. Et ça a des effets collectifs. C'est-à-dire que si vous regardez des images de grosses foules, en France, vous allez voir les flux qui marchent à droite et au Japon, vous allez voir les flux qui marchent sur la gauche. Ce qui est d'ailleurs un problème en termes d'organisation d'événements internationaux. Parce que si vous avez typiquement un match de foot entre l'équipe de France et l'équipe du Japon, on peut s'attendre à des embouteillages plus que d'habitude parce que justement, il va y avoir cette confusion-là. Et ça, c'est un effet d'apprentissage social où chacun... il y a une culture préexistante et finalement, les enfants, ils vont un peu copier leurs parents et finalement, c'est des choses qui vont se transmettre par imitation, par copie et on va avoir cette préférence des piétons qui va apparaître. Ouais. Il y a aussi cette discipline que les Japonais ont. Et je me suis demandé justement, dans un mouvement de foule, est-ce qu'ils ne sont pas plus faciles à gérer que des Français, par exemple? Probablement, mais j'ai jamais remarqué ce genre de différence, c'est-à-dire qu'aux échelles auxquelles on travaille, donc des échelles avec vraiment beaucoup de monde, finalement ça a assez peu d'importance. Ouais, ça a assez peu d'importance. Peut-être qu'en amont, il peut y avoir des différences, mais vous savez, souvent, par exemple, il y a une vingtaine d'années, quand il y avait des accidents au pèlerinage à la Mecque, on pointait du doigt la discipline des pèlerins. On disait oui, mais ils vont dans tous les sens, ils font n'importe quoi, etc. Et en fait, on n'avance pas en disant ça. Ça sert à rien. Juste on dit ils sont indisciplinés, c'est leur faute, ils sont morts. Et nous, on est arrivés, les chercheurs, on a mis en place des changements logistiques, la planification, et là, ça marche. Et les pèlerins, ils n'ont pas changé leur degré de discipline, qu'ils soient disciplinés ou non. Finalement, ça a eu assez peu d'impact relativement à la mise en place d'une bonne infrastructure. Qu'est-ce que l'étude des foules vous a appris sur l'humain? Ça m'a appris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Manal, ça m'a appris à quel point on est influencé par les autres. C'est incroyable, je pensais pas qu'on était autant dépendant des gens qui nous entourent, de notre réseau social, pour tout faire, pour faire du sport, les films que j'aime, comment je m'habille, comment je mange, tout est vraiment dépendant des gens qui m'entourent finalement. Et finalement, on n'est pas grand-chose, on est juste un petit point. Pour reprendre les bancs de poissons, on est un poisson dans un banc de poissons et finalement, on va dans la direction où vont nos voisins. Oui, donc même entendre quelqu'un dire « moi, je suis pas du tout influençable », c'est pas vrai. Ça m'étonnerait, ouais. On est tous influençables à un certain degré, quoi. Absolument, ouais. Très bien. Merci infiniment, Mehdi, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais vous le savez, j'ai un petit rituel. Okay. J'aime toujours finir mes entretiens avec une série de questions rafales. Okay. Le but, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, vous, à travers des questions un peu fun et décalées. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je vais préparer un café.
Quel est le dernier livre que vous avez lu ? J'ai relu mon propre livre, A-t-on besoin d'un chef ? Je dis vraiment pas ça pour faire ma promo. Je dis ça, c'est parce que j'ai été obligé de le relire. Il est sorti il y a 2 semaines et donc j'ai dû le relire beaucoup de fois et c'est le dernier livre que j'ai lu. Et on va en parler justement juste après. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je ne sais pas. J'y crois, mais c'est probablement pas une bonne idée. Le travail acharné, où je me dis à force d'efforts, ça devrait marcher. Je sais pas si c'est une bonne idée. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Mon temps libre et un petit peu ma solitude. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? J'aime bien aller au bord de la mer. Je vis au bord de la mer et j'adore y aller. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Oh, je choisirais probablement quelqu'un qui pourrait m'expliquer des choses, disons Jean Covici. Je pourrais pour lui poser plein de questions sur le climat. Quelle est votre dernière folie financière ? C'est pas drôle, c'est du matériel informatique cher parce que je suis un peu geek dans l'âme et des fois je fais des folies financières pour acheter des trucs dont personne ne comprend l'usage. Quel est votre talent caché ? La pédagogie. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Quelle est la personne qui vous inspire le plus aujourd'hui ? Mes enfants m'inspirent beaucoup. Quelle est votre plus grande peur ? Je ne sais pas. Je n'ai pas peur de grand-chose. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Oh, je dors pas assez. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La douceur. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? La naïveté. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? J'éteins mon téléphone. Merci beaucoup Mehdi de vous être prêté au jeu des questions rafales. Alors on va prendre le temps maintenant de répondre à une dernière question. D'accord. Question signature du Manal Show. Avec tout ce que vous avez appris ces dernières années, quelle est la leçon que vous aimeriez partager et qu'on n'apprend pas à l'école ? À discuter efficacement. Quand on fait des expériences d'intelligence collective, on met des gens face à un problème en groupe et ils doivent discuter pour résoudre le problème. Et les discussions sont terriblement inefficaces et c'est le cas presque à chaque fois où en fait vous avez souvent des gens qui parlent trop, des gens qui parlent pas assez, des gens qui parlent trop fort, qui ont trop d'influence, des gens qui expriment leur avis qui sont pas pris en compte, etc., etc., etc. Et en fait, c'est pas trop difficile à corriger tous ces petits défauts. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'enseignerais au niveau collège comment discuter efficacement. Quelles sont les règles d'une discussion constructive, efficace pour prendre des bonnes décisions ? Je suis sûr que c'est pas grand-chose à corriger, ça marcherait très bien et ça aurait beaucoup d'impact sur la société. Quelle belle leçon, je suis totalement d'accord avec vous. Pour finir, vous l'avez évoqué, vous avez écrit un livre que vous avez publié récemment, au mois d'octobre il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ça s'intitule « A-t-on besoin d'un chef ?» J'ai plein d'exemplaires ici parce qu'il vient juste de sortir, donc j'ai reçu le carton de l'éditeur. Et c'est aux éditions Alary, c'est ça ? Aux éditions Alary, absolument. Et c'est un petit traité d'intelligence collective, c'est le sous-titre. Et donc, à travers des différents types de problèmes qu'on soumet à un groupe de 100 personnes, on va essayer de comprendre quelle est la méthode la plus efficace pour résoudre collectivement ce problème. Est-ce qu'il faut discuter ? Est-ce qu'il faut voter ? On parlait de vote tout à l'heure. Est-ce qu'il faut organiser un brainstorming ? Pourquoi des fois ça marche pas ? Pourquoi les groupes se disputent ? Pourquoi y a-t-il des conflits ? Quel est le rôle de la conformité, etc. Voilà. A-t-on besoin d'un chef ? Je vous avoue que ce livre fait partie de mes must-read pour les prochaines semaines. Voilà. Donc j'ai hâte en tout cas de découvrir tout ce que vous avez écrit. Merci infiniment. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous contacter ? Toutes les infos sont sur la chaîne YouTube. Il y a un petit onglet personnalité ou quelque chose comme ça, contact, et puis on peut me contacter et puis avoir plus d'infos sur mon laboratoire de recherche et ce que j'ai fait. Sinon, il y a aussi un blog qui s'appelle medimoussaïd.com, mais je le mets pas souvent un jour, je dois avouer. Votre chaîne YouTube, je le rappelle, qui est Fouloscopie, l'une des meilleures chaînes sur YouTube, je le rappelle. Merci. Merci infiniment Mehdi Moussaïd, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci Manal, au revoir.